au transport des passagers et des bateaux cargo pour le transport des bois du Nord-Congo vers les marchés internationaux via le port de Pointe-Noire et des produits manufacturés venus des pays occidentaux vers les pays limitrophes du Congo n'ayant pas d'ouverture sur mer. Ces bateaux courriers comme Vie de Brazzaville, Vie de Fondo et Fleuve Congo, aux allures des villages flottants, transportaient des passagers de Brazzaville à Bangui et vice-versa. Mais aujourd'hui, plus rien n'y reste encore. La guerre de 1997, avec des destructions qui s'en sont suivies, a porté un coup fatal à la TC alors déjà moribonde. La flotte congolaise va être détruite à près de 80% par les effets de la guerre. Au sortir de cet événement ignoble, la TC qui se trouvait déjà dans un état comateux est presque morte. Elle ne peut plus faire face à la demande sans cesse croissante de besoins en transport sur le bassin Congo-Ubangi-Sonda. Malgré la volonté du gouvernement de vouloir donner un peu du punch à cette structure, la dissolution-scission de la TC laisse derrière elle un vide indésirable, surtout dans le sous-secteur des transports fluviaux. Il existe certes des armateurs de transport fluviaux privés, mais ceux-ci ne sont toujours pas à la hauteur de satisfaire des besoins en transport des populations riveraines du fleuve Congo. Aujourd'hui, avec l'intensification des marchés inter-États entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et la République centrafricaine, appelée communément marché forain, on assiste à une nouvelle catégorie d'armateurs de transport sur le fleuve Congo. Ces armateurs, quand bien même informels, desservent tous les jours à l'aide des pirogues motorisées des localités enclavées situées le long du fleuve Congo. C'est donc grâce au marché forain situé le long du fleuve Congo que l'activité des convois de pirogues motorisées ou embarcations de fortune va connaître un essor considérable. Devant le manque de transport adéquat sur cette partie du bassin fluvial, certains commerçants ont acquis des grosses pirogues et des moteurs hors bord pour transporter en plus de leurs marchandises des passagers qui se rendent dans les localités situées le long du fleuve Congo. Quand j'avais commencé le commerce par Oyo, il y avait les bateaux et les barnières. Entre-temps, il n'y avait plus les bateaux et les barnières. On avait une souffrance pour voyager. C'est à partir de là que j'ai eu l'idée d'acheter les moteurs et les pirogues pour faire un convoi. Je prends le départ à Oyo jusqu'à Liranga. Bon, en allant, moi j'amène l'épargne, les carburants, le carburant en général, le pétrole, le gasoil, l'essence. Et j'amène aussi les clients. Pour ce faire, ils organisent des convois motorisés à partir de 2 à 3 pirogues, voire même plus, les aménagent de telle sorte que les passagers voyagent peut-être pas dans les conditions de crise, mais qu'ils s'adaptent aux circonstances du présent. Ce sont des conditions vraiment difficiles, mais on est habitué. On est habitué. En cours de chemin, on fait face à des pluies, à des coups de vent, le soleil, on est exposé. Et moi, dans tout cela, on est déjà habitué. Contribuer, on
a l'habitude de se protéger à l'aide des bâches. Comme vous voyez la pirogue, il y a des planches de part et d'autre. On essaie un peu de couvrir à l'hôtel des planches et on se cache là-dedans. Avec l'apparition des convois de pirogues motorisées, les populations riveraines du fleuve Congo, qui n'ont pour route que des voies d'eau, n'ayant plus de courrier, trouvent à travers ces embarcations une voie de salut pour se déplacer d'une localité à une autre. Plus rapide, plus sûr et moins cher, à bord de ces embarcations, les commerçants sont eux-mêmes maîtres de leur convoi. Bon, selon ceux qui ont fait la ligne depuis de longtemps, ils essaient un peu de faire le constat que les baleinières, ce sont des occasions qui sont plus risquantes que les pirogues. Quand on amarre les pirogues comme ça, c'est un peu sécurisant par rapport à la baleinière. Raison pour laquelle on utilise le plus les pirogues que la baleinière. C'est donc grâce à ce trafic informel que le port de Rio, en dépit de l'inexistence de bateaux de l'ATC, tient tant bien que mal. Le port de Rio constitue à cet effet le port d'attache des embarcations de fortune, car c'est à Rio que ces convois prennent le départ pour les localités situées le long du fleuve Congo. Même l'équipe de tournage de ce documentaire a dû emprunter ses embarcations de Rio jusqu'à Mosaka, soit environ 200 km à parcourir en 20 heures de temps. Généralement, ces convois quittent le port de Rio en fin de soirée et naviguent toute la nuit pour arriver à Osaka le lendemain en fin de matinée. Après avoir navigué toute la nuit, ce n'est qu'aux premières heures de la matinée que ces convois empruntent enfin le canal de Congo. Le canal de Konda est un véritable raccourci qui relie la rivière Alima au fleuve Congo. Ce canal n'est praticable que par des convois de petits gabarits et non par des bateaux. Ici, la vigilance des pilotes est de rigueur, car le canal étant étroit, les risques d'accident au moment de croisement sont permanents. Situé à environ 45 km en aval de Mosaka, le village Konda est un poste incontournable de la navigation fluviale. Ici, l'obligation est faite à tous les convois, qu'ils soient de type commercial ou privé, d'y accoster soit pour le contrôle de police, soit pour la conformité des documents de bord du convoi. À bord de ces embarcations, le niveau de chargement toujours élevé contraint le pilote à être debout le long du parcours, le pied posé sur le guidon du moteur.
passagers, malgré les risques de chavirement, parviennent à dormir à point fermé. Le pilote, lui, n'a pas le droit de fermer l'œil. Il doit veiller 24 heures sur 24 pour que rien de grave ne puisse arriver au convoi. Du parcours, les équipes de pilotage se succèdent 24 heures sur 24. À bord de ces embarcations, on fait tout comme si l'on se trouvait dans un monde ordinaire. On fait la vaisselle, on fait la lessive, on fait la cuisine, on mange et on boit comme on veut. Manger dans ces conditions devient une sorte de distraction au même titre que jouer à la carte. Ici, on ne mange plus parce qu'on a faim, mais plutôt pour distraire la bouche. Pour meubler les ennuis d'un long trajet, certains marchands doués de talents d'artistes sont en train d'animer le convoi en exhibant certains pas de danse et en fredonnant des chansons des taupes de l'eau. Michel Depoyo de la rivière, nouveau caméraman, nouveau journaliste. Mon canon nommé mon bébé. Cara, bien. Moi, La journée, quand il fait chaud, on hérisse des abris de fortune à l'aide des draps et des imperméables pour ceux qui n'ont pas de pare-soleil. La pluie dans ces conditions demeure un mauvais compagnon qui contraint les passagers à se camoufler sous les imperméables. Souvent, on est un peu embêté par la pluie, par le vent, tout ça là. Si à la pluie, on débrouille par les bâches et on bâche la pirogue. Vu de l'extérieur, la vie dans ces embarcations paraît insupportable. Mais en y accédant, on se rend compte d'une réalité contraire. La vie a tout son sens à bord. Peine et misère ici ne sont que des illusions. Ce qui peut paraître un peu difficile à bord de ces embarcations, c'est sans doute le manque de latrines. Pas de toilettes proprement dites à bord, sinon qu'un endroit aménagé à l'arrière du convoi où seuls les hommes prennent le risque de marcher sur les parois de la pirogue pour l'y atteindre. Les femmes, quant à elles, sont obligées de se couvrir dans les draps pour faire le petit besoin. Au cas contraire, elles sont obligées d'attendre que le convoi accoste dans une petite localité pour se libérer. C'est pas facile. Vous voyez, c'est un milieu où nous sommes mélangés. Il y a des femmes, il y a des vieilles mamans.
n'y a pas de toilette, il n'y a pas de toilette. Mais pour nous les hommes, tu sais que l'homme c'est quelqu'un qui crée toujours. Nous nous efforçons à aller derrière et apparemment il y a un endroit derrière les pirogues où on a aménagé de telle manière que l'homme au moins puisse se débrouiller pour faire un peu, pour se libérer de tout ce qu'il a mangé. Mais les femmes, mais très souvent, c'est quand nous arrivons à un niveau, elles peuvent demander un service et on accoste. En ce moment-là, elles peuvent se libérer. Chacune d'elles peut prévoir un pot, un petit pot. C'est juste pour ses besoins. C'est un milieu où tout le monde est distrait. On n'est pas là fixé pour le regarder quand même. Hein? C'est un milieu où tout le monde est distrait. C'est dans cette distraction que les femmes profitent. Elles se couvrent de draps et font leurs petits besoins à l'intérieur. Vous voyez, c'est le fleuve. Elles seront obligées de vider ça dans l'eau, oui. Au coucher du soleil, les passagers s'agitent, chacun s'attelle à mettre de l'ordre autour de soi afin de s'offrir un petit espace, soit à dormir sur le pont de fortune du convoi, soit pour s'asseoir toute la nuit. Dormir dans ces conditions, il ne faut jamais perdre de conscience que l'on est sur l'eau et un cauchemar dans ces conditions peut abroger la vie par noyade. Ici, hommes et femmes dorment sans limitation d'espace et parfois tête beige. Des femmes ont acquis l'habitude de porter des pantalons avant de dormir. Dès 6 heures du matin, certains sont déjà debout. D'autres par contre continuent encore à dormir. Même dans ces conditions, des règles d'hygiène sont scrupuleusement observées. Comme le soir, en se réveillant le matin, on défait la literie afin d'effrayer un petit passage pour circuler du bout en bout du convoi. Ce n'est qu'à partir de 9 h du matin jusqu'en fin de matinée que des convois partis d'Oyo en fin de soirée arrivent successivement à Mosaka, première escale. L'arrivée de ces convois donne au port de Mosaka une ambiance toute particulière. La mission de l'équipe de tournage s'est arrêtée à Mosaka, mais ces embarcations poursuivent leur croisière jusqu'à l'Iran. Au retour, nous avons emprunté encore ces mêmes embarcations de Mosaka à Oyo. Ici, il faut être armé du courage, bannir la peur pour pouvoir accéder dans ces convois, car le niveau de chargement est frais. Parti de Mosaka, le convoi est arrivé au village Konjolo après 1h30 de navigation au sens du courant d'eau. Comme à la montée, ici la police, fidèle à ses traditionnelles missions, procède au contrôle des routines. Ce n'est qu'après le contrôle que les convois sont autorisés à reprendre leur croisière. À partir de Konda, les convois qui descendaient le fleuve Congo affrontent le sens contraire du courant d'eau de la rivière Alumon, en passant toujours par le canal dit de Konda. À la montée comme à la descente, une grande partie de l'aliment est naviguée la nuit. Mais la réglementation portuaire interdisant les accostages de nuit, les convois sont obligés de ralentir la vitesse afin d'arriver à Oyo aux premières heures de la matinée. Toute la journée, on
assiste à l'arrivée sans cesse des convois de pirogues motorisées, hyper chargés de denrées alimentaires de première nécessité. C'est à Oyo que ces convois terminent leur longue croisière d'une semaine sur le fleuve. À chaque arrivée de ces embarcations, le port d'Oyo se transforme lui-même en marché forain de la sous-région. Ici, les acheteurs ne sont pas seulement du Congo, encore moins d'Oyo, mais proviennent également des localités et des pays voisins. Toutes les denrées sont d'abord vendues à Oyo avant d'acheminer les invendus à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. C'est ainsi que l'on peut voyager par voie d'eau au nord du Congo. Deuxième fleuve en Afrique par sa longueur après le Nil, le fleuve Congo en plein continent est encore exploité de façon artisanale.